Alors, bonjour Djemila. Donc, on se rencontre aujourd'hui dans un entretien pour parler des sujets sur lesquels tu es compétente et j'avais quelques questions à te poser. Ceci dit, avant ça, je vais remettre mes lunettes pour lire. Ceci dit, avant ça, je voulais te lire une petite citation rapidement avant que tu te présentes et que tu nous dises ce que tu en penses. Craignons toujours les excès où conduit le fanatisme, qu'on laisse ce monstre en liberté, qu'on cesse de couper ses griffes et de briser ses dents, que la raison si souvent persécutée se taise, on verra les mêmes horreurs qu'au siècle passé. Le germe subsiste, si vous ne l'étouffez pas, il couvrira la terre. Quoi, une réaction par rapport à cette Ouais, ce que tu en citation? penses, évidemment, Voltaire parle du fanatisme, mais du coup, comment tu envisages eh bien, les tentatives du fanatisme de couvrir le monde, comme jadis il l'a fait via d'autres religions, via d'autres vecteurs. Ben, en fait, moi, j'ai plutôt souligné en fait quelques mots-clés comme excès, fanatisme, raison, persécution. Tous ces concepts, en fait, s'inscrivent dans un champ lexical qui nous invite à réfléchir sur la condition humaine et sur ce que l'homme a de meilleur, c'est-à-dire sa raison, mais aussi ce qu'il a de pire, c'est-à-dire lorsqu'il laisse sa raison de côté et lorsque il se laisse aller vers cette folie que sont les excès, que sont les intégrismes, que sont la négation de l'autre. D'accord, merci beaucoup, Jemila. Est-ce que tu pourrais, du coup, pour ceux Mais qui ne je pourrais connaissent t'en pas parler encore, pendant 3 heures aussi, hein, donc j'imagine, mais on va pousser un petit peu plus loin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter et puis peut-être voilà, nous donner quelques éléments sur ton parcours et ce qui t'a conduit à t'intéresser à ces sujets que sont les fanatismes, les excès, comme tu le disais. bien sûr. Alors, mon nom, c'est Jamila Ben Habib. Je suis née en Ukraine et j'ai grandi en Algérie. Donc, je suis de père algérien et de mère chypriote grecque. Je suis scientifique, donc j'ai étudié en sciences physiques. Je suis également politologue, donc j'ai étudié en droit international et en sciences politiques. Et je suis écrivaine de vocation. J'habite à Bruxelles depuis pas loin, enfin près de 2 ans maintenant. Mais avant cela, j'habitais au Québec. Avant cela, j'habitais en France et avant cela, j'habitais en Algérie. Donc j'ai papillonné ici et là, et ce qui m'a conduit en réalité à quitter l'Algérie en 1994. Ça a été une condamnation à mort du FIDA, donc du Front islamique du djihad armé, qui promettait donc d'assassiner cette intelligentsia algérienne qui ne se soumettait pas donc au diktat islamiste. Donc, ce que Voltaire évoquait dans cette citation en parlant d'excès, j'ai vécu les excès. J'ai vécu aussi, en raison On parle, précisément de cet excès, j'ai eu le désir, d'abord le désir de vivre, mais surtout le désir de vivre libre. Donc, je porte en moi aujourd'hui cette volonté de dire qui je suis, cette volonté aussi de dire ce que nous avons vécu, nous, peuple algérien, parce que je pense que c'est une expérience universelle absolument extraordinaire qui peut aussi nous renseigner, nous enseigner sur ce que nous sommes devenus, ce que sont devenues les sociétés, disons, occidentales, puisque elles aussi, elles sont contaminées par l'islamisme. Et donc, oui, le désir de vivre et le désir de vivre libre. Donc, le désir de la liberté, en réalité, ne me quitte pas. d'accord. Donc, du coup, juste pour ceux qui nous regardent, tu faisais allusion évidemment à la décennie noire en Algérie. Est-ce que tu vois des points de similitude justement entre en tout cas les prémices de cette décennie noire et ce qui se passe aujourd'hui dans les pays européens? Oui, certainement. Mais cela étant, je ne veux pas laisser entendre que pour moi, en fait, ce qui s'est passé en Algérie, euh, c'est exactement la même chose de ce qui se passe donc dans
une quelconque société donc démocratique et occidentale, ou bien il y a une espèce de fatalité, il y a une espèce de déterminisme. Ce qui a été donc vécu en Algérie sera vécu d'une façon inéluctable ailleurs. Non, je ne pense pas que les choses disons, se présentent avec une telle linéarité, une telle mécanique. Mais cela étant, je préfère la question y a-t-il des enseignements à tirer de l'expérience algérienne pour les démocraties occidentales qui, elles aussi, font face aujourd'hui à une montée donc, de l'islamisme. Alors, si c'est ça la question, je réponds oui. Je réponds oui parce que en réalité, l'islam politique opère de la même façon ici et là. En fait, oui et non, parce que lorsqu'il est dans des sociétés qui sont majoritairement musulmanes, eh bien, c'est sûr que bon, le référent religieux est là et il essaye en réalité de l'imposer à l'ensemble de la société. Il essaye aussi évidemment d'islamiser les institutions. On est dans un processus d'islamisation aussi de l'État, donc de l'individu, de la société et de l'État. Ce qui se passe dans les démocraties occidentales, c'est un peu différent, puisque les musulmans sont minoritaires, donc sont des minorités, et donc ils essayent de jouer sur cette fibre minoritaire, ils essayent de faire valoir donc ce droit à la différence pour obtenir des droits différents. Et donc, ils essayent de jouer donc, constamment là-dessus, sur une espèce de victimisation, sur une espèce de culpabilisation, sur une espèce de respect de la diversité, respect des minorités, sans jamais se poser la question de la condition des minorités dans leur pays, de la condition de la diversité dans leur pays, du rapport à l'altérité. Donc, voilà, j'ai vu en réalité l'islam politique s'installer dans mon pays d'origine, c'est-à-dire une société majoritairement musulmane, comme je l'ai vu aussi gagner du terrain dans les démocraties occidentales. Et je dois dire que ce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que l'islamisme, vous savez, en réalité, il est comme un poisson dans l'eau. Qu'il soit majoritaire ou qu'il soit minoritaire, il trouve toujours le moyen de s'adapter à l'environnement institutionnel. Il trouve toujours les failles par lesquelles, disons, il peut s'introduire, il peut s'imposer, il peut jouir précisément de cette position de minoritaire. Donc, il y a en réalité des enseignements à tirer de part et d'autre, en fait, autant dans les démocraties dans lesquelles nous vivons actuellement, mais aussi autant dans les pays musulmans eux-mêmes. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, si je suis à côté de la plaque. C'est parfait, c'est parfait. Tu as posé la bonne question et tu as répondu parfaitement. Est-ce que tu pourrais juste nous définir, si c'est possible, nous définir à peu près ce qu'est l'islamisme? Parce qu'entre ceux qui voient des islamistes partout et ceux qui n'en voient nulle part, eh bien, c'est un mot qui fait polémique et qu'on a toujours un petit peu du mal à situer. Bien sûr. Alors, pour moi, l'islamiste est un musulman qui ne peut concevoir la vie et l'État qu'à travers l'islam et que dans l'islam. C'est-à-dire que l'individu est musulman, l'environnement est musulman, mais l'État aussi est musulman. Donc, en réalité, sa militance consiste à islamiser et son environnement immédiat et sa société et les institutions de l'État. Donc, il y a tout un travail de militance, il y a un travail idéologique, il y a un travail politique, mais il y a aussi un travail évidemment juridique, puisqu'on parle d'une ossature judiciaire qui est islamique, donc on parle de lois qui sont islamiques. Et donc, pour moi, l'islamisme, c'est cela, ça s'inscrit donc dans une dynamique qui est politique, qui est idéologique, qui est juridique, pour faire en tout cas de l'individu eh bien, un être totalement aliéné à une conception politisée et idéologisée de l'islam. Contrairement évidemment à un musulman qui est lui croyant, mais qui ne fait pas de son
de sa conviction, qui ne fait pas de sa spiritualité donc un quelconque agenda politique, qui ne fait pas de militance, qui cultive son jardin dans le respect des autres, dans le respect de lui-même, qui est aussi capable de s'imaginer que l'État, qu'il peut y avoir une séparation entre le politique et le religieux, qui peut accepter que l'État puisse échapper à tout ressort religieux et tout ressort, en l'occurrence ici, donc islamique. Donc, pour moi, les choses sont suffisamment claires et je fais une distinction entre un islamiste et un musulman. Donc, il ne s'agit pas de dire, d'amalgamer les deux, il ne s'agit pas de dire que derrière chaque musulman, il y a un islamiste, mais il s'agit tout simplement d'appréhender un phénomène politique qui est celui de l'islamisation de l'individu, de la famille, de la société et aussi de l'État, donc en fonction évidemment de cette doctrine des frères musulmans, c'est-à-dire une doctrine étapiste. On fait beaucoup d'efforts et finalement, un jour, peut-être, pourquoi pas, le fruit sera mûr et ça va prendre. Il aura fallu 80 ans pour que leur première victoire se réalise en Égypte. Oui, certainement, ils sont patients, ils ont une méthode, ils travaillent bien, je dois dire, parce qu'ils opèrent aussi à plusieurs niveaux. Ils opèrent donc autant, si vous voulez, à l'intérieur des institutions qu'à l'extérieur. Et c'est ça, en particulier, la difficulté que nous avons lorsque nous voulons mettre le doigt sur un phénomène qui est concret, mais qui est en même temps diffus, et essayer donc d'expliquer en quoi consiste finalement ce processus-là d'islamisation et ce processus de contamination de l'islamisme dans les démocraties occidentales. D'accord. Et donc, du coup, dans le reportage de Saïda, qui a suscité cet entretien, tu nous expliques que les islamistes arrivent à séduire les Occidentaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cette séduction et pourquoi les Occidentaux se laissent séduire? Oui, en fait, enfin, pas tous les Occidentaux évidemment, mais disons une partie des Occidentaux. On voit les gauches occidentales, par exemple, en ce moment, qui sont très copains, très copines avec les islamistes et qui sont aveugles à leurs excès, j'ai l'impression, non? Oui, en fait, il y a d'abord l'islamisme, cette volonté, si vous voulez, de faire de la politique, mais sans le dire, fait que les islamistes ne sont pas pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des militants politiques. Ils sont en général pris pour de simples citoyens qui, ma foi, appartiennent à des minorités qui ont été colonisées. Et donc ça, c'est un élément qui est important. Donc, nous avons d'une part donc un individu donc qui charrie un bagage, disons mémoriel marqué par la colonisation, et nous avons par ailleurs un autre individu qui peut aussi culpabiliser parce que ses ancêtres ou que sais-je peut-être ont-ils participé. En tout cas, l'État auquel il appartient a participé, et donc ça met d'emblée un occidental qui se positionne de cette façon-là dans un positionnement difficile et donc quelque part redevable vis-à-vis évidemment de populations qu'ils ont, que les Occidentaux de façon générale, mais plutôt à travers les deux empires coloniaux, les deux grands empires coloniaux, donc anglais et français, donc qu'ils ont quelque part humiliés, quelque part exploités. Donc il y a la toile de fond historique, je dois dire, qui est importante et qui vient nourrir de part et d'autre donc le positionnement de chacun. Donc il y a une forme on a toujours envie de se racheter si jamais on a blessé quelqu'un, si jamais on a fait du mal à une personne. Donc un être humain qui est foncièrement bon et qui foncièrement reconnaît donc cette part d'injustice veut une réparation, veut, participer à cette réparation. Et je dois dire que le contexte
occidental aujourd'hui, il est véritablement favorable à la victimisation. C'est un contexte qui est aussi marqué par la réparation, je veux dire, la construction d'un récit victimaire. En fait, on existe parce qu'on est quelque part victime, on existe parce que quelque part on souffre, on existe parce que quelque part on est porteur d'une blessure, et donc ça fait de nous donc un sujet intéressant. Alors il y a ça évidemment, mais il y a aussi d'autres choses, il y a d'autres paramètres, il y a le fait que les islamistes avancent, disons, masqués, que leur agenda, ils ne le déclinent pas. Donc, disons, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas habitué donc, à un jargon, qui n'est pas habitué à un modus operandi, c'est difficile, avouons-le, c'est difficile de détecter, de décrypter, de cerner de la bonne façon eh bien, la démarche de la personne qu'on a en face de nous. Et puis, bon, il y a une espèce aussi de paresse intellectuelle. Je veux dire, ce sujet-là, c'est un sujet qui est sérieux, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande du travail, qui demande des lectures, qui demande des rencontres. Vous le savez, Cyril, vous en lisez des livres, vous en rencontrez des personnes, vous le faites depuis plusieurs années déjà, je vous suis. Et franchement, on n'est jamais rassasié. À chaque fois qu'on pense avoir compris quelque chose, voilà que tout est à recommencer parce que peut-être qu'il y avait un détail qui nous a échappé. Donc, bref, il faut se passionner pour ce sujet, il faut travailler. Et bon, on n'a pas le temps, parce que la vie étant ce qu'elle est, on va vite, on a mille et une choses à faire et peut-être qu'on ne prête pas attention, si vous voulez, donc d'une façon minutieuse, eh bien à ce qui se dit, à ce qui se fait, à ses réseaux, à ses alliances, et donc ça reste quand même difficile. Donc il y a une paresse, il y a une ignorance, il y a la victimisation. Bon, il y a évidemment les calculs politiques. Parce que quand on est un politique, il y a l'électoralisme. Quand on est un politique, on ne peut pas ignorer. Alors ça, évidemment, le Kidam, lui, oui, il peut ignorer qui sont les frères musulmans et ainsi de suite. Mais bon, quand on est un politique, on est évidemment séduit par les voix, séduit par la force du nombre. On est tout de suite saisi. Lorsqu'on rentre dans une mosquée par la discipline des fidèles, on s'imagine que forcément on va avoir leur vote si on va dans leur sens, et si on se fait copain avec l'imam, alors peut-être que ça peut être payant, donc ça peut être gagnant pour les deux. Et donc il y a tout ceci, il y a de l'opportunisme, il y a du clientélisme, il y a de l'électoralisme. Et puis il y a aussi une partie de la gauche qui est idéologiquement acquise aux thèses de l'islamisme, qui considère que, ma foi, l'islamisme, c'est un mouvement révolutionnaire à partir donc de 79, c'est-à-dire à partir de la révolution islamique iranienne, et que, ma foi, c'est un mouvement qui fait l'histoire, et donc il mérite le soutien d'une partie de la gauche. Donc, voyez-vous, je ne veux pas simplifier le pourquoi de nos hésitations, parce que chacun de nous, en réalité, s'inscrit dans une démarche particulière. Donc, il y a, pour moi, une panoplie de positions, et il ne s'agit pas de confondre en fait les positions de chacun, mais il s'agit de dire voilà, moi je pense que cette personne, donc peut-être il lui faudra un peu plus de lecture pour comprendre, peut-être que des fois, vous savez, à travers un simple récit, on peut aussi expliquer des choses simples, parce que ultimement l'islamisme, par exemple, s'agissant des femmes, eh bien, c'est un combat du corps à corps. Je veux dire, une femme qui est née dans un pays musulman, qui a grandi, elle pourra très très facilement vous expliquer ce qu'est
l'islamisme à travers son corps, à travers les relations qu'elle a eues dans sa famille, à travers les relations qu'elle a eues avec son époux. Bref, je veux dire d'une façon très simple, parce que évidemment, moi j'ai pris la problématique d'une façon abstraite, mais cette problématique est aussi très concrète parce que elle cabosse la vie de milliers, voire de millions de gens à travers le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on est préoccupé par cette problématique, parce que, en définitive, ce sont des populations qui sont mises en danger en raison précisément de cette instrumentalisation de l'islam. D'accord. Merci pour cette réponse super riche. Merci beaucoup. Dans le documentaire, tu nous dis à un moment que les frères musulmans, donc qui sont ce réseau d'islamistes qui ont un agenda bien défini, quant à eux, tu nous parles de la manne financière des pétromonarchies qu'ils ont. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, c'est aujourd'hui bien documenté, on a pas mal de livres sur le sujet. On ne peut pas se dire aujourd'hui que les responsables politiques ignorent cela. C'est juste pas possible. Comme tu le disais tout à l'heure, le kidam de tous les jours, lui, il sait pas. Par contre, le politique, lui, il sait. Comment tu expliques qu'il n'y a pas d'action là-dessus, ou si peu, nous, on a vu Emmanuel Macron agir timidement récemment, mais ça fait 40 ans que personne ne fait rien dans notre pays, et on voit que les réactions sont quand même très timides. Oui, alors ça aussi, ça fait partie du problème parce que à partir donc de 45, c'est-à-dire à la sortie donc de la Deuxième Guerre, il y a un pacte entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique. L'Arabie Saoudite va prendre de plus en plus de place et si bien qu'elle va mettre en difficulté des pays qui autrefois donc étaient porteurs, disons, d'un projet aux antipodes, en tout cas du wahhabisme. Et je pense que l'une des locomotives, en tout cas, de cette volonté de se moderniser, le nationalisme, l'arabisme et tout ça, bon, ça a été l'Égypte. Et donc, ça a été le premier pays qui a été ciblé par le wahhabisme. Et donc, si vous voulez, par la suite, ça va être difficile à partir donc des années 80. Donc, non seulement l'Arabie Saoudite donc gagne de plus en plus de terrain, mais en plus nous avons donc la naissance donc de cette république donc islamique iranienne qui va elle aussi donc venir contaminer donc le monde, mais plus particulièrement le monde musulman, donc de ces thèses islamistes, donc version chiite. Donc ça va devenir de plus en plus difficile. Alors après, on peut continuer parce que d'autres acteurs étatiques vont apparaître, les Émirats par exemple, le Qatar, on voit également, disons, tout le dynamisme diplomatique d'un tout petit pays comme le Qatar, mais à partir des années 2000, nous allons devoir vivre donc avec malheureusement l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, les Émirats, mais aussi la Turquie qui prend donc une direction, disons, fortement islamisée avec Erdogan. Bref, nous avons une constellation donc islamiste qui va venir malheureusement donc eh bien disons offrir une perspective différente, une perspective anti-humaniste eh bien à ces populations donc musulmanes. Donc la fenêtre de la modernité va peu à peu se refermer malheureusement sur ces populations. Alors maintenant, c'est intéressant de voir que à chaque moment, évidemment, plus ces pays prennent de l'importance et plus ces pays sont encouragés par des alliés. Donc, les alliés sont évidemment les États-Unis, mais pas seulement, je veux dire la France, l'Angleterre, l'Europe, je veux dire, n'ont cessé de soutenir et d'entretenir des relations, disons, privilégiées avec leurs partenaires,
enfin musulmans, que moi je qualifie donc d'islamistes. Donc, il y a cette contradiction de départ à partir de 1947 qui va venir marquer les relations internationales. Et aujourd'hui, le monde essaye de changer parce que on a compris, à partir du moins du 11 septembre 2001, que cette proximité entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite n'était plus viable. Et donc, c'est pas tout à fait juste de dire il n'y a rien qui a été fait, c'est la continuité depuis 1945, parce que si on étudie évidemment encore une fois d'une façon très minutieuse et qu'on rentre un petit peu dans les détails, eh bien on va réaliser rapidement que oui, qu'il y a des gestes qui sont posés, y compris par les États-Unis, et notamment en termes énergétiques, parce que l'une des clés, évidemment, elle est là. Donc, c'est toute la question de l'indépendance énergétique des États-Unis, mais vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Et donc, c'est cette volonté d'indépendance des États-Unis qui va faire que les États-Unis vont développer les gaz de schiste à partir de 2001. Donc, ils vont subventionner beaucoup de recherches pour le gaz de schiste, ce qui va mettre l'Arabie saoudite dans une situation très inconfortable, puisque si son utilité disparaît, c'est-à-dire celle de fournir l'énergie nécessaire à son grand ami que sont les États-Unis, pourquoi ce pays existe-t-il ou comment ce pays peut-il continuer d'exister? Alors ça, c'est une bonne question, c'est une question philosophique et existentielle vis-à-vis de l'Arabie saoudite et je pense que le roi Ben Salman est très préoccupé, sérieusement préoccupé par cette question, parce qu'il n'aurait pas posé tous les gestes qu'il a posés, c'est-à-dire, soi-disant, cette volonté d'ouverture, de modernisation, si il n'avait pas été contraint de le faire. Et donc ça vous montre très bien que il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent dans l'ensemble des sociétés. Et je finirai juste là-dessus. Par rapport aux démocraties occidentales, écoutez, je ne pense pas que les gouvernants puissent faire fi aussi des réactions extrêmement préoccupantes de leur population vis-à-vis des liens qu'ils entretiennent avec ces pays-là qui sont loin d'être des démocraties et qui sont, pour quelques-uns d'entre eux, des pays esclavagistes. Donc, il y a une pression de la rue aussi qui se fait entendre dans les démocraties occidentales. Donc, il y a quand même une petite gêne à s'afficher donc avec un tyran aujourd'hui, en tout cas lorsqu'on est donc un souverain d'un pays démocratique. D'accord. J'aurais encore deux petites questions à te poser avant qu'on arrive peut-être aux voies de résolution et aux voies d'espoir. La première de ces deux questions, c'est comment tu te positionnes, toi, par rapport à cette espèce de friction qu'il y a entre ceux qui sont les partisans on va dire, d'un gouvernement neutre, comme c'est peut-être plus le cas chez vous en Belgique, et puis d'un gouvernement qui repousse la religion dans le privé d'une manière plus ou moins violente, comme c'est plutôt le cas de la société française, c'est-à-dire comment tu te positionnes par rapport à la friction qu'il y a entre les sociétés multiculturalistes et les sociétés, je devrais dire la société, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais la société universaliste à la française. On voit qu'il y a un point de friction, c'est-à-dire qu'en gros, on a les sociétés multiculturelles qui disent effectivement, il y a l'islamisme, donc elles ne nient pas, effectivement, il faut condamner l'extrémisme, etc. Ceci dit, certains musulmans réclament des droits différenciés, laissons-leur ces droits et laissons-les vivre en communauté. Ceci a beaucoup de mal à passer en France à cause de l'histoire qui est la sienne, parce qu'en France, eh bien, mis à part la communauté nationale française, on a du mal à imaginer autre chose. Ce qui fait qu'on a du mal à avoir des droits différenciés à cause de l'universalisme français. On a du mal à comprendre que certaines populations aient des droits qui soient différents des autres concitoyens parce qu'ils auraient une culture ou quelque chose de différent des autres concitoyens. Comment tu te positionnes par rapport à ces deux modèles-là? Est-ce qu'il y en a un qui te paraît plus pertinent que l'autre? Est-ce que les deux te paraissent légitimes? Voilà, qu'est-ce qui te paraît le mieux?
En fait, je vais partir avec la boussole qui est la mienne, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui a été ratifiée donc par la plupart des États. Bon, même si l'Arabie Saoudite au départ, et de toute façon même maintenant, je veux dire, l'Arabie Saoudite, je pense qu'elle s'est abstenue en raison de la condition donc réservée aux femmes. Ce qui l'a contrarié, c'était l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais pas seulement, hein, pas seulement l'Arabie Saoudite. Je ne veux pas non plus faire une fixette là-dessus. Nous avons à l'échelle internationale un outil qui a été ratifié par pratiquement toutes les démocraties occidentales. Et ça, c'est bien important. Ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun. Ce que nous dit cette déclaration universelle donc, des droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme sont universels. Elle nous le dit. Et donc, que ces droits de l'homme qui sont reconnus ne peuvent pas être modulés en fonction de paramètres culturels ou religieux ou de la tradition. Ça, c'est véritablement l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et donc, c'est bien important de se rappeler cette déclaration et surtout de se rendre compte qu'il y a un consensus à l'échelle internationale. En tout cas, qu'il y avait un consensus à l'échelle internationale en 1948. Le consensus n'a pas volé en éclats puisque la référence, disons, internationale continue d'exister. Mais là, vous avez raison donc de le souligner, c'est que les pays, pris individuellement, bricolent, chacun à sa façon, une façon de gérer, disons, les demandes soi-disant religieuses, alors que ces demandes ne sont pas véritablement des demandes religieuses. Elles ont un caractère politique, puisque ces demandes, en tout cas, elles visent à créer de nouveaux droits, elles visent à pervertir la liberté de religion, elles visent à nous dire que la liberté de religion, c'est un droit de religion et que, ultimement, ce droit de religion est aussi un droit à la reconnaissance de l'intégrisme religieux. Donc, voilà la mécanique. La mécanique, elle est là. Elle est claire. Et donc, en fonction des pays, il s'essaie. Mais il s'essaie dans tous les pays, y compris en France. Je veux dire, même si, comme vous dites, tout est bétonné, la Constitution, machin, la laïcité, l'universalisme, machin. Mais on voit bien que même en France, ils essaient donc de faire pression de différentes façons. Des fois par la politesse, mais par moments par la violence, pour essayer donc d'obtenir des façons nouvelles, disons, de faire reconnaître leurs droits. En tout cas, et donc, ce qui manque en réalité à ces pays, c'est de considérer la chose d'une façon transnationale. C'est-à-dire que ces demandes, si on prend par exemple, on prend le Canada, on prend l'Angleterre, on prend les Pays-Bas, on prend la Belgique, on prend l'Allemagne, je commence à bien connaître ces pays-là pour y avoir séjourné, pour étudier d'une façon peut-être un peu précise et détaillée donc le sens des demandes et comment ce qu'ils font finalement pour essayer de sensibiliser donc l'opinion à leurs demandes. Et en fait, on réalise que la mécanique est toujours la même. C'est-à-dire que quel que soit le pays, quel que soit l'environnement juridique et institutionnel du pays, eh bien, c'est toujours pareil. Là où il se heurte à un mur, là, vous avez raison de le dire, c'est évidemment quand il y a une loi commune. Quand il y a une loi commune, à ce moment-là, il n'y a plus de questions. Je veux dire, c'est une loi commune qui s'applique à tous. Et donc là, c'est l'essence même de la République. C'est une loi qui est clairement portée donc dans son universalité et qui est destinée à chacune et chacun de la même façon. Et donc, dans les pays donc, de culture donc, anglo-saxon, les choses se passent différemment puisqu'il y a une reconnaissance des communautés, contrairement à la France, contrairement à d'autres pays.
dans les pays anglo-saxons, donc il y a une reconnaissance des communautés. Les communautés essaient aussi d'obtenir donc des privilèges parce que ils font valoir donc leur positionnement minoritaire ou ils font valoir donc un certain nombre de critères. Moi, ce que je vois en tout cas se dessiner, c'est une pression permanente de ces lobbies politico-religieux. C'est-à-dire que on se rend compte qu'ils sont là, que le travail a commencé, mais le travail n'est jamais fini, puisque à une demande, il y a encore une autre demande. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous compreniez. Au Québec, par exemple, nous avons donc une loi qui s'appelle donc c'est une loi sur la laïcité de l'État, donc qui a été donc promulguée en juin donc de l'année 2019. Et cette loi donc stipule qu'un fonctionnaire, par exemple, ne peut pas donner des services à visage couvert. Alors, c'est parce que, en tout cas, dans un pays anglo-saxon, on peut travailler avec une burqa. En tout cas, il n'y a rien qui nous l'interdit. Et donc, on a été obligé, si vous voulez, au Québec, de spécifier cette chose, de clarifier en tout cas cette chose et de dire que autant celui qui donne le service que l'usager, lorsqu'il se présente pour recevoir un service, donc dans un espace donc qui est un espace, appelons-le civique, eh bien, de part et d'autre, il faut que les gens puissent se voir, il faut que les gens puissent se faire des coucous et se parler dans les meilleures dispositions, donc à visage découvert. Et donc, même cette disposition-là, aujourd'hui, elle est remise en cause par des groupes de pression qui n'acceptent pas qu'on puisse contraindre d'une quelconque façon leur liberté de religion. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est un droit à l'intégrisme religieux. Nous avons aujourd'hui au Québec de la difficulté, y compris à défendre le principe que donner et recevoir un service, ça doit se faire à visage découvert. Donc ça vous dit que ces gens sont dans l'excès, pour revenir à votre première citation de Voltaire. Et donc, finalement, la bonne question, la question philosophique qu'il s'agit de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des demandes excessives? Quels sont les principes de précaution que l'on pose pour aussi prévenir? Parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de réagir, d'être en mode toujours réaction. Parce que comme je vous le disais, les demandes, il y en a toujours. Donc, à une demande, on succède une autre et après, encore une autre et toujours une autre. Donc, il y a plein de demandes. Donc, en tout cas, les États ont du mal, si vous voulez, à problématiser. Ils gèrent la chose d'une façon très concrète, mais sans pour autant avoir compris la philosophie et sans pour autant tenir compte de leurs responsabilités vis-à-vis de leur société, mais aussi vis-à-vis de leur État. Je veux dire, dans un État, on doit défendre le bien commun, on doit défendre l'intérêt général. Et donc, il y a véritablement, et je le vois encore, je l'ai vu donc encore en Belgique à travers les déclarations du Premier ministre il y a quelques jours, lorsqu'il intervenait sur la question du voile au travail, il y a simplement une volonté de régler d'une façon concrète un problème concret. Mais ces problèmes, ce ne sont pas que des problèmes, ce sont des problématiques. Ce sont des problématiques qui ne concernent pas seulement ceux qui les demandent, mais qui nous concernent tous, parce que ça remet en cause des principes fondamentaux de nos démocraties. Et donc, c'est ça, si vous voulez, qu'il s'agit donc d'expliquer, parce que les choses, c'est vrai, ne sont pas toujours évidentes, mais pour répondre d'une façon donc très claire donc à votre question qui était pertinente, c'est que moi, je crois en l'universalité des droits humains. Ce n'est pas parce que je suis née quelque part, ce n'est pas parce que j'ai grandi quelque part que intellectuellement je suis inférieure à vous, que culturellement je suis inférieure à vous. Bien au contraire,
parce que moi, je sais ce qu'est la privation de la liberté. Et donc, c'est pour ça que mon désir de liberté est, je vous le dis, presque insatiable. Et moi, je ferai tout pour défendre la liberté. Mais qui dit liberté, ce n'est pas une liberté qui est sans balise. Parce que pour moi, la liberté, ça vient avec la responsabilité. La responsabilité, je l'exerce à travers autrui, donc à l'égard de ma société, donc à l'égard du bien commun. Et donc, ce sont toutes ces questions qui sont essentielles qu'on peine aujourd'hui à faire valoir, parce que précisément ce que cherchent à faire les islamistes, c'est dépolitiser le débat, c'est dépolitiser les problèmes. C'est une demande, c'est une petite demande comme ça de rien, c'est une simple demande, voilà, c'est un foulard, finalement qu'est-ce que c'est, en quoi ça vous dérange, aujourd'hui il est rose, demain il est bleu, je veux dire, et on ne va pas au fond des choses. Et donc moi je suis pour l'universalité des droits humains, et moi je considère que la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez, la laïcité, neutralité, sécularisation, moi je m'en fous, je ne suis pas tatillonne sur les concepts, mais ce principe, c'est la clé de voûte de toutes les autres libertés. Et donc, ça nous garantit toutes les autres libertés. Parce que ce que ça nous garantit, c'est l'égalité entre les croyants et les non-croyants. Et ça, c'est très, très important. Parce que les islamistes essayent d'exercer constamment une pression d'abord sur les autres musulmans qui vivent leur foi ou leur spiritualité d'une façon discrète ou d'une façon originale, ou qui ont rompu et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, les États de droit, donc démocratiques, ben, ils ont une responsabilité aussi vis-à-vis de cela. Parfait, ben, c'est très riche et en plus tu as anticipé ma dernière question qui voulait parler un petit peu du voile et en fait tu l'as fait d'une manière très pertinente, donc voilà, on peut sauter celle-là. Donc la dernière question, l'avant-dernière question, mais disons la question conclusion, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir, quels grands axes il faudrait emprunter pour que eh bien on puisse maintenir ces islamistes loin du politique et qu'on puisse sauvegarder nos valeurs, parce que parfois on a l'impression qu'on en est là quand même. Alors, deux mots pour moi, pédagogie et solidarité. Pédagogie parce que on s'attaque à un problème et à une problématique plutôt qui est titanesque. En fait, elle est philosophique, elle est politique, elle est juridique, elle est nationale et internationale. Bref, elle est sans fin. C'est une problématique que vous pouvez, disons, alimenter de mille et une façons. Et donc, ça prend une pédagogie. Ça prend une pédagogie pour expliquer tout ça. Et évidemment, solidarité. Je ne peux pas aujourd'hui m'imaginer ce combat pour la laïcité sans un mouvement de solidarité à l'endroit des démocrates et à l'endroit des laïcs dans les pays musulmans. Pour moi, ce qui me motive au quotidien, c'est véritablement ces gens-là. Moi, ce qui nourrit mon désir de poursuivre vers cette voie, c'est véritablement le courage inouï que les femmes turques, que les démocrates algériens, marocains, tunisiens, libanais, bref, soudanais. Regardez ce qui s'est passé au Soudan, on en a très très peu parlé malheureusement. Il y a une révolution qui s'est passée après des décennies évidemment de fusion entre le politique et l'islam. Ce pays donc s'est frayé un chemin vers la laïcité. Malheureusement, donc j'avais prévu d'aller au Soudan pour voir un peu, observer, discuter, et ainsi de suite. Ça n'a pas pu être fait à cause du Covid. Mais il y a des choses intéressantes, il y a des choses intéressantes qui se passent dans ces pays. Alors là, évidemment, je n'ai pas parlé de l'Asie. Regardez l'Afghanistan, mais c'est dramatique. Nous avons en 2001, nous avons, disons, la communauté internationale a décidé de s'ingérer donc dans les affaires afghanes, à juste titre d'ailleurs. Je ne suis pas en train de remettre en cause ça, mais qu'en est-il aujourd'hui?
Et regardez avec quelle lâcheté les Occidentaux sont partis. Pour quels résultats? Les talibans sont pratiquement au pouvoir, ils occupent donc des territoires importants. Écoutez, moi je suis scandalisée par ce qui arrive en Afghanistan. Les Occidentaux sont d'une lâcheté absolument immonde et on a abandonné la population afghane, on a abandonné les femmes afghanes, comme nous avons abandonné hier les démocrates algériens et comme nous avons abandonné aussi les démocrates iraniens. Voilà, donc ma vie, c'est une histoire aussi d'abandon et de deuil. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas envisager donc une quelconque militance, en tout cas, ou un quelconque engagement à l'endroit de la laïcité sans tenir compte de ces expériences, qui nous gonflent quelque part aussi de fierté, parce qu'on se dit, waouh, jusqu'où peut aller un individu, jusqu'où peut aller une société dans sa volonté d'être, d'exister, de s'affirmer, mais aussi de tenir tête. Tout à l'heure, c'est ça, dans la citation de Voltaire, il y a eu le mot persécution, mais la vie de ces gens dans ces pays est caractérisée par une persécution quotidienne, les lois, les régimes, bref. Donc, tenir tête, c'est important. La dernière chose, en tout cas, moi aussi qui m'importe, c'est ne jamais oublier la motivation première, en tout cas, de ce combat pour la laïcité. C'est toujours l'irriguer de principes humanistes, parce que nous sommes des humanistes et il n'est pas question de s'acoquiner donc avec des mouvements extrémistes ou des mouvements d'extrême droite qui, eux aussi, considèrent les musulmans culturellement et intellectuellement inférieurs. Et donc, pour ma part, c'est ça. Donc, l'humanisme, cet humanisme aussi qui nous dit que finalement, l'autre n'est qu'une continuité de soi. Et si je me bats pour l'autre, je me bats aussi pour moi. Ce qui fait que je suis un homme, ce qui fait que je suis une femme, c'est aussi le regard que je porte sur le monde qui m'entoure. Donc, ne jamais oublier la motivation première, en tout cas, de ce magnifique combat pour la laïcité contre l'infâme, comme disait Voltaire. C'est notre envie de faire société, notre envie de faire monde ensemble, quelles que soient nos appartenances culturelles et philosophiques. Nous sommes capables d'être ensemble, de s'aimer, de discuter, de partager un certain nombre de valeurs et de principes. En tout cas, pour ma part, c'est de cette façon que j'entrevois l'humanité. Eh bien, merci pour cette réponse riche d'espoir et de fraternité, effectivement. Fraternité à laquelle aurait souscrit Voltaire, si on en croit son traité de la tolérance, effectivement. Donc, merci pour ça. Deux petites questions avant de terminer. Est-ce que tu as des livres à conseiller, mis à part les tiens, que j'afficherai? Est-ce que tu as des livres à conseiller à la communauté, justement, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet? Bien sûr, en tout cas, il y a plein de livres qui sortent. Dernièrement, il y a mon ami Sam Touzani qui a écrit un petit bouquin sur l'identité qui est très, très bien, en tout cas pour faire la pédagogie de l'identité, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de l'identité. C'est quoi une identité? Bon, est-ce que une identité rabougrie, c'est une identité quand même? Parce qu'il y en a qui essaient de nous vendre un certain prêt-à-penser vis-à-vis de l'identité et ainsi de suite. Donc oui, donc il vient de sortir un bouquin donc sur l'identité donc en Belgique qui est très sympa. Mais bon, il y a plein d'autres bouquins. Enfin, j'ai pas tous les noms en tête. Le dernier que j'ai lu, c'est celui de Rachel Kahn aussi qui traite de cette question de l'identité. Il y a le livre de Cynthia Fleury aussi sur le ressentiment qui est aussi très intéressant finalement. Ces blessures qui sont en nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait disons une force pour sortir précisément de cette blessure, ou est-ce que
on plonge dans la blessure et finalement on se noie dans cette blessure. C'est aussi c'est une question qui est véritablement très importante. Bon, les livres évidemment de géopolitique de Gilles Kepel, voilà, vous pouvez les prendre matin, midi et soir. Moi, j'en mange à tous les repas. Bon, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Il faut se nourrir de mille et une choses. Je veux dire, il faut aller chercher partout. Il faut s'aérer l'esprit, s'irriguer. C'est bien important parce qu'on a aussi besoin de cette comment dire, de cette dimension, disons, de la sensualité de la vie. Pour ne jamais perdre le sens, en tout cas, de la vie. Parce qu'en tout cas, si on mène ce combat-là, c'est parce que la vie mérite d'être vécue. Clairement, et je me joins à la solidarité, j'y reviens, à la solidarité à laquelle tu nous appelais envers tous les pays, parce que moi-même, dans la manière dont je participe à ce combat à mon échelle, eh bien, ce sont les personnes des pays maghrébins, ce sont beaucoup de démocrates des pays maghrébins, voire des pays arabes, qui justement m'ont montré cette soif de liberté que notre génération d'occidentale n'a pas parce que, eh bien, nous, on n'a pas eu à lutter. On est né avec. On a l'impression que c'est un acquis. Et c'est vrai que, eh bien, discuter, parler, voir l'héroïsme de ces gens, eh bien, ça nous réveille et ça nous rappelle que la liberté, c'est quelque chose qui n'est pas acquis et qu'il faut impérativement défendre. Donc voilà, je voulais juste aller dans ton sens. Et donc, une dernière petite question. Jemila, simplement savoir où te rejoindre sur Internet si jamais on a envie de participer, de te soutenir, de t'aider, de te lire. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? J'ai un compte en fait Facebook. En fait, j'ai un compte personnel Facebook parce qu'il y a d'autres comptes qui sont en mon nom, mais c'est pas moi qui les gère, donc je sais même pas ce qui s'y passe. Enfin, c'est un peu compliqué, mais bon. J'ai un compte Facebook, donc c'est mon nom personnel, enfin mon compte personnel, et je suis aussi sur Twitter. Donc, d'accord. Voilà. Eh ben, j'afficherai ça juste en bas. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, sinon, je suis joignable. Hein. Je suis pas non plus. Voilà, j'essaie de répondre. Bon, même si je réponds pas tout le temps et aussi rapidement que je souhaiterais. Mais bon, franchement, quand je peux, voilà, quand je peux, je le fais. Je me rends disponible parce que bon, je trouve que c'est très très important. Qu'il faut que les paroles circulent. Il faut que les idées circulent. Parce que bon, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est vrai que on vit dans un monde où même si il y a beaucoup de paroles, où il y a une forme aussi de censure sur certaines paroles. Bon, là, je ne veux pas repartir un débat sur autre chose, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être entendu, on a besoin que nos paroles puissent aussi circuler. C'est bien important et je te remercie en fait de te consacrer à ça, de consacrer du temps, de l'énergie. Je sais que tu fais beaucoup de lectures, que tu fais des résumés, que tu fais y compris des vidéos, et ça c'est très important. En tout cas, ça participe à faire la pédagogie de la laïcité, mais la pédagogie de l'humanisme, la pédagogie du vivre ensemble. Bon, voilà, je pense que la pédagogie de la solidarité, c'est vrai finalement. Pourquoi se solidariser avec les autres, que j'en ai à faire des autres, qu'est-ce que ça peut me rapporter, apprendre à envisager des problématiques à travers un angle qu'on n'avait jamais vu jusque-là, ça sert à ça en fait. Voilà. Donc voilà, Cyril, je te remercie. Donc le film en fait de Saïda Keller, ça va aussi dans ce sens. Saïda est une femme absolument brillante et remarquable qui vient de Tunisie, donc qui est témoin aussi de l'ouverture de sa société, des grands pas aussi de l'État tunisien dans les années 50 en direction de l'émancipation des femmes, en direction de l'ouverture, en direction de la sécularisation de la société tunisienne. Petit à petit, là, ça s'est refermé malheureusement ce chapitre donc de la modernité s'est malheureusement refermé, a été carrément remplacé par un autre chapitre à partir de 2011, c'est-à-dire lorsque Ben Ali donc est tombé, ceux qui ont perçu les dividendes extrêmement disons rapidement et facilement, ce sont les islamistes qui sont au pouvoir
et dont la préoccupation première était de liquider l'héritage de Bourguiba et de la modernité tunisienne. Donc, ils se sont attaqués à l'État tunisien. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État tunisien n'arrive même pas à faire face, par exemple, au Covid. On voit à quel point dramatique, nos amis tunisiens souffrent l'état des hôpitaux. Et donc, vous voyez, ils ont indisposé le pays. Donc, ils ont été, soi-disant, ils se sont portés, soi-disant, les sauveurs du pays, sauver le pays. Ben, on voit ce que c'est. Les islamistes au pouvoir ou les islamistes pas très loin du pouvoir, en réalité, ben, voilà ce que ça donne. Ça donne un système éducatif qui est à terre, un système de santé qui est à terre, des institutions de l'État corrompues et des crises politiques constamment considérables, à n'en plus finir, et une instabilité sociale, économique sur tous les plans. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut faire la pédagogie, donc expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce pays, pourquoi ça se passe de cette façon-là, pourquoi il y a une crise sanitaire, pourquoi est-ce que ce pays n'arrive pas à répondre à cette crise sanitaire, qu'est-ce qui fait finalement. Ce sont des questions très simples et les explications, ben, il y en a, donc ça prend de la pédagogie donc, pour essayer donc, d'expliquer évidemment du mieux qu'on peut en fonction de notre bagage, ce qui se passe ici et là. Donc voilà, moi je m'attelle en tout cas à ça. Eh bien, merci beaucoup et merci pour tout ton travail et ton engagement dans nos sociétés, Jamila Benhabib, parce que ça fait des années moi aussi que je te suis et tu fais un travail énorme avec un courage vraiment qui force le respect. Donc, merci pour tout ça. J'afficherai en fin de vidéo tous tes livres que je conseille, évidemment, que je conseille à chacun. Et je te renouvelle mes remerciements pour le temps que tu nous as consacré à faire de la pédagogie justement dans cette vidéo. Merci à toi. Merci beaucoup Cyril et on remerciera Saïda parce que c'est elle qui nous réunit, hein, toi Exactement, et moi. Merci beaucoup Saïda. C'est vrai, tu as raison. On se connaît depuis des années par vidéo interposée, ainsi de suite. Mais c'est Saïda qui nous a réunis aujourd'hui, comme quoi, voilà, les rencontres, les productions, ce qu'on produit, en tout cas les idées circulent. Donc aujourd'hui, c'est le film de Saïda qui nous réunit pour parler donc d'une problématique qui nous est chère, qui est celle de l'émancipation des peuples, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Merci Saïda. Beaucoup. Merci Saïda aussi. Merci à toi.